Le cours de cette année porte sur les épreuves de la frontière. Il m'a en effet semblé qu'il n'y avait peut-être pas d'illustration plus démonstrative et plus actuelle de l'objet de cette chaire à laquelle on m'a fait l'honneur de m'élire et qui est intitulée « Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines ». Il me faut d'ailleurs souligner l'apparent paradoxe qu'il y a à choisir en ouverture de cet enseignement un objet par définition marginal, puisque la frontière est la limite, du latin limes, le passage entre deux champs, et au figuré le seuil, du latin limen, qui indique par extension le début, le commencement. Ce paradoxe donc, choisir un objet limite et liminaire, à la marge et au commencement, n'est toutefois qu'apparent, et j'espère montrer que les épreuves qui se jouent à la frontière, autour de la frontière, au sujet de la frontière, sont aujourd'hui au cœur des questions morales et des enjeux politiques qui traversent les sociétés contemporaines sur l'ensemble de la planète. Je le ferai en partant d'une rencontre, ou plutôt d'une série de rencontres, qui dessinent les différentes parties de ce cours. Je poursuivrai en effet en parlant la prochaine fois des géographies des frontières, que je traite en véritables protagonistes, ces frontières, en analysant leur déplacement, leur expansion, leur durcissement. J'aborderai ensuite les politiques, d'abord au niveau européen, puis dans une perspective mondiale du point de vue de la violence de la frontière. Je me tournerai alors vers des histoires d'exilés, dans leur périple extraordinairement long, éprouvants et dangereux, en quête de protection et de vie meilleure. J'examinerai les formes multiples de résistance, celles des associations, des volontaires, des territoires, celles des exilés et celles même des forces de l'ordre, et la manière dont les États tentent de les réprimer. Je terminerai par une ouverture vers des éthiques de la frontière, nourries des dilemmes et des débats qui permettent, je l'espère, de dépasser les jeux politiciens qui les ternissent. Géographie, politique, histoire, résistance, ouverture, voici le plan du cours. Mais laissez-moi partir de ce qui nourrit ma réflexion théorique, à savoir, comme le disait Pierre Bourdieu dans cette même institution, dans l'ouverture de son cours de sociologie générale, je le cite, « partir des choses elles-mêmes, de mon expérience de chercheur et des travaux que je suis en train de faire. » Je m'appuierai donc tout au long de mon cours, mais particulièrement dans cette première leçon, comme vous allez le voir, sur l'enquête que je conduis depuis bientôt 5 années avec la sociologue Anne-Claire Defossé, à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Hautes-Alpes, et plus précisément dans le Briançonnais, avec quelques incursions en Italie, dans le Val d'Isouza. Cette ethnographie, puisque c'est ainsi que l'on nomme cette pratique de recherche, consistant à passer de longues périodes de temps à observer, à converser, à participer, autrement dit, à se faire partie prenante de la vie d'un monde, ou plutôt de plusieurs. Cette ethnographie, donc, je vais vous en présenter un lieu et un moment. Le lieu, c'est le col de Montgenèvre, que vous pouvez voir ici, son golfe, sa station de ski, ces exilés qui tentent de le franchir, ces manifestations de suprématistes blancs, ces protestations contre les politiques du gouvernement français. Le moment, c'est une série de rencontres entre les 3 protagonistes principaux sur cette frontière, les exilés, les forces de l'ordre et les acteurs de la solidarité. Et puisque l'ethnographie est aussi étymologiquement écriture, je vous propose une expérimentation d'écriture par la reconstitution de ces 3 perspectives, de ces 3 voies, celle d'un exilé afghan, d'un policier et d'un maraudeur. La nuit est tombée depuis longtemps. Le ciel est clair, le froid glacial. Les silhouettes des montagnes se dessinent distinctement éclairées par la lune. Il les regarde, pensant à celle qu'il lui faudra gravir tout à l'heure avec sa femme, leurs 3 filles, son beau-frère et le couple d'amis
dont il espère qu'ils y parviendront avec leurs 2 enfants en bas âge. Mais ce n'est pas encore le moment. Dans la vallée, les volontaires du refuge leur ont dit de ne pas se mettre en route immédiatement une fois descendus du bus à Clavières, le dernier village italien avant la frontière. Franchir le col trop tôt, leur ont-ils expliqué, serait s'exposer à trouver des forces de l'ordre sur leur chemin. Au milieu de la nuit, les gendarmes, même s'ils ont auparavant effectué des patrouilles, auront probablement regagné leur poste pour y finir leur service au chaud. Chaussés des bottes et vêtus des parkas qu'on leur a fournis, un petit sac sur le dos, ils patientent donc, abrités sous le porche de l'église, qui n'est pourtant pas assez profond pour véritablement les protéger du vent. Frappant doucement le sol de leurs pieds et esquissant de petits gestes avec les bras, ils ne parviennent guère à se réchauffer. On les avait prévenus que la météo annonçait moins 15 cette nuit. Ces 3 filles ne se plaignent pourtant pas, même la petite qui a tout juste 6 ans. D'ailleurs, cela fait longtemps que, malgré les vicissitudes du voyage, malgré la faim et le froid, malgré la fatigue et l'anxiété, elles ne se plaignent plus de rien. Mais il se soucie de ses compagnons, avec leur petit garçon qui se serre contre sa mère, et surtout le nourrisson de quelques mois à peine que son père tient contre lui, enveloppé dans une couverture. La rue principale du village est déserte, aucun passant, aucun véhicule. Même les bars et les restaurants ont leurs lumières éteintes. Personne pour se risquer dehors par cette température. C'était la même chose autrefois dans sa ville, près de Razny. Quand le thermomètre descendait aussi bas, ce qui était fréquent sur ce plateau entouré de sommets plus élevés que ceux qu'il a devant lui maintenant, chacun restait chez soi. Depuis plusieurs jours, une tempête de neige a rendu le passage à travers la montagne trop dangereux pour que personne ne s'y aventure. Au refuge d'Oulx, côté italien, une grande maison de cantonniers abandonnée, qui était depuis plusieurs années occupée par des bénévoles venus de toute l'Europe pour offrir aux réfugiés une hospitalité inconditionnelle et dénoncer les politiques de contrôle des frontières, les voyageurs qui ont traversé l'Italie pour rejoindre la France se sont trouvés bloqués. Leur nombre augmentait chaque jour. Une foule cosmopolite s'accumulait dans le bâtiment mal chauffé. Heureusement, les volontaires ont réservé une grande pièce pour les familles afin de les maintenir à l'écart du reste des réfugiés, qui sont principalement des hommes jeunes, originaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Ces familles étaient toutes afghanes, avec des enfants en bas âge, qui jouaient sur les matelas posés à même le sol. Lorsque la neige a cessé de tomber, beaucoup ont décidé de partir, certains essayant de passer 2 jours, d'autres tentant leur chance, comme eux, pendant la nuit. Ils ont donc pris le bus du soir. Les seuls passagers étaient des réfugiés. Le bus allait jusqu'à Briançon, mais il ne pouvait pas rester à bord, car il serait contrôlé à la frontière par la police. On disait même que les agents demandaient aux chauffeurs combien de personnes étaient descendues à Clavières, car les réfugiés étaient les seuls à interrompre leur trajet à cet arrêt. Cette information permettait ensuite aux forces de l'ordre d'anticiper les passages et de se déployer autour des différents lieux qu'ils savaient les plus fréquentés. Le bus mettrait une demi-heure à rejoindre sa destination finale, mais les réfugiés, eux, seraient probablement toute la nuit dans la montagne, pour autant qu'ils ne se perdent pas dans la neige. Tandis qu'il attend devant le portail de l'église, il repense à son départ d'Afghanistan, il y a presque 4 années. Jusqu'alors, sa petite entreprise avait été florissante. Il avait même pu inscrire l'aînée de ses filles dans la meilleure école privée de la ville. Il voulait que toutes les 3 puissent réussir dans la vie. Quitter son pays n'avait donc pas été facile, mais il n'avait guère eu le choix. S'il avait pu, pendant longtemps, surmonter la stigmatisation dont sont victimes les Hazaras en raison de leurs différences ethniques et religieuses, c'est avec la conquête de la province par les talibans que la situation s'était rapidement dégradée. Comme tous les chiites, il faisait l'objet de discrimination de la part des nouveaux hommes forts de la région, mais dans son cas s'ajoutait un élément personnel bien plus sérieux. Propriétaire de 2 ateliers de mécanique, il avait été amené à réparer des véhicules du gouvernement, de la police et d'organisations non gouvernementales étrangères. On le menaça au téléphone, lui ordonnant de cesser de travailler pour un pouvoir corrompu que soutenait l'argent sale des États-Unis. Un jour, son interlocuteur lui demanda même s'il accepterait de placer une bombe sous la voiture d'un responsable politique pendant qu'il la réparerait. Alarmé, il signa alors à la police les pressions qu'il subissait. Ce fut sans effet.
Quelque temps plus tard, il trouva une lettre qu'on avait glissée sous sa porte. C'était le dernier avertissement, lui déclarait-on. S'il n'obéissait pas à ce qu'on exigeait de lui, il serait exécuté ainsi que sa famille. Il apprit peu après que son jeune frère avait été enlevé sur la route de Kandahar et probablement abattu, car on ne l'avait pas revu depuis. De plus en plus inquiet, il contacta un ami de son père qui occupait un poste élevé dans l'administration, lui expliquant la situation et sollicitant son conseil. Le lendemain, il reçut un appel du haut fonctionnaire qui, ayant pris des renseignements, l'exhortait à quitter au plus vite la province et, si possible, le pays, avec sa famille. Dans les jours qui suivirent, il emmena sa femme et ses filles à Kaboul, sollicita un visa pour l'Iran et, l'ayant obtenu, se rendit à Téhéran. Le séjour dans ce pays s'était mal passé. Pour ceux de ses membres qui ne sont pas nés en Iran, il n'y a que deux possibilités: être reconnus comme réfugiés par les Nations Unies, et dans ce cas hébergés dans un camp, ou bien être en situation irrégulière et exposés à une arrestation et une expulsion. Il ne voulait d'aucune de ces deux options pour ses enfants. Ils ne restèrent que 2 semaines en Iran. La Turquie est le pays où ils avaient séjourné le plus longtemps, 16 mois. Mais les choses n'y avaient pas été simples non plus. On les méprisait en Afghanistan parce qu'ils étaient Hazaras, on les rejetait en Iran parce qu'ils étaient Afghans, on les excluait en Turquie parce qu'ils étaient des réfugiés. Il savait que le pays avait accepté un nombre considérable de Syriens et tous ceux qui, comme lui, arrivaient d'autres pays, étaient mal acceptés. Les hommes seuls étaient souvent mis en prison. Dans une certaine mesure, être avec sa femme et ses enfants le protégeait d'une telle sanction, mais il n'était pas autorisé à occuper un emploi régulier. Alors il travaillait un peu au noir. Il avait toutefois mis de l'argent de côté en Afghanistan, l'avait confié à un ami qui lui en envoyait lorsqu'il lui en faisait la demande. Il aurait donc pu payer une location, mais les Turcs refusaient de lui louer leur maison. Pendant un temps, à Erzincan, ils avaient dû, comme tant d'autres, dormir dans un parc. Des vagues de honte le submergent lorsque lui reviennent à l'esprit les mots de ses filles qui lui demandaient pourquoi elle ne pouvait pas avoir une chambre. Finalement, il avait décidé de quitter le pays. La traversée vers la Grèce, qui leur avait coûté $2 400, 800 par adulte et 800 pour les 3 filles, s'était faite dans un canot pneumatique d'une 12aine de mètres, dans lequel 70 hommes, femmes et enfants avaient été entassés. Personne ne semblant capable de le manœuvrer, c'était lui, le mécanicien, qui s'était porté volontaire. Mais le moteur ne démarrait pas et il lui avait fallu s'immerger complètement dans l'eau pour non sans peine l'amorcer. Le trajet n'avait pas été long, mais il était mouvementé à cause des vagues sur lesquelles leur embarcation, trop chargée, manquait à chaque instant de chavirer. Ils étaient tous terrorisés, certains criaient, d'autres pleuraient. Il leur avait fallu quelques 45 minutes pour atteindre l'île de Chios. Là, des policiers grecs les avaient conduits dans un camp où ils avaient passé 4 mois, sous une tente, au milieu de centaines d'autres. Les installations du Haut-Commissariat pour les réfugiés étaient sommaires, aucune activité n'était offerte aux enfants, tous cherchaient à être libérés de cette prison à ciel ouvert. Sa femme s'étant blessée au pied, il avait réussi à convaincre un médecin compréhensif qui travaillait pour les Nations Unies de leur permettre de rejoindre Athènes afin qu'elle puisse y recevoir des soins. Mais le camp de Koutsouchero, où ils avaient été placés, se trouvait à 4 heures de route de la capitale grecque, dans une vallée où seules les rangées de petits préfabriqués gris dans lesquels se trouvaient logés plusieurs milliers de réfugiés tranchaient avec le spectacle désolant d'un paysage semi-désertique. Aux mauvaises conditions matérielles s'ajoutaient des problèmes d'insécurité dont souffraient particulièrement les femmes seules. Les quelques fois où il s'était rendu dans la ville la plus proche, située à 18 km du camp, pour y faire des achats, il s'était heurté à la même animosité des commerçants, malgré les efforts vestimentaires qu'il faisait pour se donner une apparence respectable. L'un d'eux l'avait même jeté hors de son magasin. Il se souvient s'être dit alors qu'on ne les traitait pas comme des humains, mais comme des animaux. Malheureusement, c'est dans ce camp qu'il s'était trouvé bloqué lorsque l'épidémie de Covid avait commencé. Non seulement il ne pouvait plus quitter le camp, mais les rares activités étaient interrompues. Même l'école était fermée. Pendant les longs mois de leur quarantaine, ils avaient été condamnés à demeurer tous les 5 enfermés dans ce qu'ils appelaient leur container, étouffant l'été, froid l'hiver. Une fois le confinement terminé, il avait pris la décision de repartir. Un taxi les avait conduits non loin de la frontière albanaise, et pour la franchir sans être contrôlés, ils avaient marché pendant 4 heures dans la forêt sous une pluie battante.
Après un trajet en bus jusqu'à Tirana, ils avaient pu, pour la première fois depuis bien longtemps, dormir dans un hôtel. Pas de ceux que fréquentaient les touristes, bien sûr, mais au moins dans des lits confortables, avec des sanitaires propres. Au bout de 12 jours, ils avaient repris la route vers le Monténégro. Le bus les avait déposés 1 kilomètre avant la frontière. Accompagnés de 3 autres familles afghanes, ils s'étaient engagés dans la montagne pour, après plusieurs heures de marche dans la chaleur, retrouver la route de l'autre côté. Quand il y repense, il se dit que c'est dans ce pays qu'ils avaient eu la seule bonne expérience d'un camp de réfugiés. Ils s'y sentaient respectés, protégés. Il n'était cependant resté que peu de temps car il leur fallait continuer. Le passage en Bosnie avait été à la fois éprouvant et surprenant. Ils étaient 4 familles, soit 18 personnes. Rendue difficile par la présence de jeunes enfants, la marche dans la montagne avait duré plusieurs jours. La nuit, ils dormaient sous des tentes qu'on leur avait données, entourées des bruits inquiétants d'animaux qui s'approchaient de leur campement improvisé. Un soir, ils ont voulu rejoindre la grande route, plus bas, pensant avoir déjà franchi la frontière. Il pleuvait, la chaussée était détrempée. Ils ont soudain aperçu, à quelque distance, un préfabriqué éclairé qu'ils ont pris pour des toilettes publiques. Les hommes ont dit aux femmes et aux enfants de se cacher. Ils sont partis en exploration vers le petit local. Ils y ont été accueillis par des chiens qui se sont jetés sur eux. Des policiers sont sortis de ce qui était en fait un poste frontière. Ils allaient refouler les hommes lorsqu'ils ont aperçu les femmes et les enfants un peu plus loin, épuisés, ruisselants de pluie. Ils ont été pris de pitié et leur ont dit qu'ils allaient les aider. Ils ne pouvaient toutefois pas les laisser passer car il y avait des caméras de surveillance. Ils leur ont demandé de repartir dans la direction d'où ils venaient, sur quelques centaines de mètres. Puis sont venus avec 2 fourgonnettes dans lesquelles ils les ont répartis. Ils ont alors franchi la frontière et les ont déposés quelques dizaines de kilomètres plus loin, près d'un village. En les quittant, ils les ont enjoints, s'ils se faisaient contrôler, de ne surtout pas raconter à leurs collègues la manière dont ils étaient entrés dans le pays. Lorsqu'il évoque cet épisode, il n'arrive toujours pas à comprendre comment ces policiers bosniaques ont pu prendre un tel risque pour les aider. C'est la seule fois au cours des presque 4 années qu'a duré leur périple qu'il a fait l'expérience d'un sentiment d'humanité au sein des forces de l'ordre. Quel contraste avec la brutalité et la cruauté des policiers croates. Certes, ils savaient à quoi s'attendre, tant les rumeurs les plus terribles circulent parmi les réfugiés sur la manière dont sont maltraitées les personnes interpellées à cette frontière. Mais le savoir et le vivre sont 2 choses bien différentes. La brûlure en est encore vive. Il essaie de ne pas se remémorer les arrestations, les insultes aboyées, les sacs qu'on jette dans le feu, les téléphones qu'on détruit à coups de pied, les hommes qu'on frappe avec des matraques, les femmes qui les supplient d'arrêter, les enfants qui hurlent de peur, et le retour de l'autre côté de la frontière, humiliés, découragés, dépossédés de leurs biens les plus chers, y compris parfois de leurs vêtements et de leurs chaussures. Il essaie de ne pas se souvenir du nombre de tentatives infructueuses et douloureuses qu'ils ont dû faire avant de réussir enfin, par il ne sait quel miracle, à trouver la brèche leur permettant d'entrer dans le pays et de le traverser. La Croatie, il veut l'oublier, ne plus avoir la vision de ces hommes cagoulés vêtus de noir, ne plus lire sur le fil crypté lui permettant d'échanger avec ses compatriotes les histoires de ceux qui se sont noyés dans la rivière pour essayer de leur échapper. La seule réminiscence agréable de ce pays, c'est qu'ils y ont rencontré le jeune couple avec lequel ils sont maintenant. Elle venait de donner naissance à son 2e garçon. Ils se demandent combien d'enfants ont, comme c'est sûrement le cas de ce nouveau-né, été conçus dans un camp de réfugiés sur la route des Balkans. Ils ont sympathisé avec l'homme et la femme, qui étaient de la même province qu'eux, des Hazaras comme eux, mais des gens de la campagne qui ne parlaient pas un mot d'anglais. Ils ont compris qu'ils devaient être encore plus perdus qu'eux dans ces environnements hostiles, sans pouvoir communiquer avec personne. Ils leur ont proposé de poursuivre leur chemin ensemble. La traversée de la Slovénie n'a pas été trop difficile. Entrés en Italie, ils ont pris le train à Trieste et après un changement à Turin, ont finalement rejoint Oulx un soir sous la neige. Il a demandé où se trouvait le refuge. On lui a indiqué qu'il y en avait 2, l'un chez les Salésiens, mais il était fermé dans la journée, l'autre à la Casa Cantonera, qui était ouvert en permanence. C'est ce dernier qu'ils ont choisi. Sous le porche, le froid est devenu plus vif. Ou bien c'est simplement l'immobilité qui lui fait ressentir plus intense. Il serre la plus jeune de ses filles contre lui. Il regarde sur son téléphone son application de cartographie. Depuis qu'ils ont quitté leur maison de Razni, ils ont parcouru plus de 6700 kilomètres.
sans compter les détours et les retours. 10 heures sonnent au clocher de l'église. Il est peut-être temps de se mettre en route. Il consulte sa femme et le couple, tous approuvent. Ils traversent le village silencieux et rejoignent la route qui monte au col de Montgenèvre. Après quelques centaines de mètres, ils repèrent le début du chemin qu'on leur a indiqué. Il a été tracé dans la neige par des volontaires italiens pour éviter que les réfugiés ne s'aventurent dans des zones dangereuses rendues invisibles par l'épaisse couche neigeuse. Le petit groupe s'engage sur le sentier qui s'élève rapidement à travers la forêt. Impossible d'utiliser une lampe qui risquerait d'être immédiatement repérée par les forces de l'ordre. Il doit se contenter du clair de lune lorsque la lumière s'immisce entre les sapins et les mélèzes. Il marche en tête, s'efforçant de suivre la trace. Il porte sur son dos la plus jeune de ses filles. L'autre homme en fait autant avec son petit garçon. Souvent, sa femme, qui tient contre elle son nouveau-né emmailloté, doit s'arrêter, le souffle court. À l'avant de la petite procession, il voit disparaître le sentier alors qu'ils approchent de la dernière portion de la pente. Mais il n'est pas surpris, on l'avait prévenu. Il n'était pas possible aux volontaires italiens de continuer la trace, car c'était franchir la frontière au risque d'être accusé du délit d'aide à l'entrée irrégulière sur le territoire français. Mais il ne reste que quelques dizaines de mètres à monter. Ensuite, la pente semble s'infléchir nettement. La neige lui arrive au-dessus du genou. Elle pénètre dans ses bottes. Il ne sent plus ses orteils. La progression se fait lente, hasardeuse. Mais il finit par discerner une voie plus large, dégagée par une des neigeuses. Il la rejoint, puis aperçoit ce qui ressemble à une petite cabane éclairée. Ils vont pouvoir s'y reposer quelques instants sans que personne ne les voie. Mais au moment où ils y pénètrent, découvrant qu'il s'agit de toilettes, ils voient les phares d'un véhicule qui vient dans leur direction et s'arrête non loin de leur abri. 2 passagers en descendent et demeurent quelques instants immobiles, scrutant les environs. À voix basse, ils demandent au reste du groupe de ne plus bouger et de faire silence. Soudain, le nouveau-né se met à pleurer. Des vagissements ont été entendus, les 2 silhouettes s'approchent. Ce sont 2 hommes qu'ils distinguent mal, mais qui leur crient de ne pas avoir peur, qu'ils sont là pour les aider. Il se souvient alors qu'on leur avait dit qu'il pouvait y avoir de l'autre côté de la frontière des volontaires français portant assistance aux réfugiés. Leurs visiteurs s'assurent que personne n'est blessé ou malade. Ils s'inquiètent cependant de voir les enfants frigorifiés. Ils expliquent qu'une équipe va venir avec un médecin et qu'ils vont les descendre en ville. Un second véhicule arrive en effet quelques instants plus tard. Sur les portières, on devine des logos qui doivent être ceux d'une organisation humanitaire comme il en a tant vu dans les camps. Les 4 volontaires les répartissent hâtivement dans les 2 voitures. Lui se retrouve avec sa femme, sa fille aînée et son beau-frère dans l'une, tandis que le reste du groupe monte dans l'autre, celle du médecin, qui part la première avec ses 2 plus jeunes filles à son bord. Les 2 véhicules prennent rapidement la route qui descend vers la vallée. Apercevant les lumières de la ville, plus bas, il commence à se sentir rassuré. Mais il aperçoit bientôt, derrière eux, des phares qui se rapprochent. Lorsque l'éclat bleuté d'un gyrophare apparaît, il n'y a plus de doute, ce sont les forces de l'ordre. La voiture dans laquelle il se trouve s'arrête sur le bas-côté, tandis que l'autre, devant, continue sa route. Il y a une brève discussion entre les gendarmes et les volontaires, puis leurs 2 véhicules font demi-tour, remontent jusqu'au col et s'arrêtent devant le poste frontière. Les militaires les amènent dans le bâtiment, les confient aux policiers, puis repartent. Les volontaires, eux, ont été laissés dehors, libres. On le fait asseoir avec sa femme, leur fille aînée et leur neveu, dans une salle où 2 agents en uniforme lui posent des questions dans un anglais approximatif et lui indiquent qu'ils vont être renvoyés en Italie. Lui leur déclare qu'il veut demander l'asile, mais ils lui répondent que, comme ils ont donné leurs empreintes digitales en Grèce, c'est là-bas qu'ils devront déposer leur dossier. Mais pas un instant il ne pourrait envisager, lui, de retourner dans un pays où ils ont été si maltraités. Il se doute cependant qu'il ne sert à rien de discuter. Après quelques hésitations, il décide de ne pas évoquer la présence de ses 2 filles dans l'autre véhicule, car il les espère maintenant en lieu sûr avec le couple de leurs compagnons. Il se dit qu'il les rejoindra bientôt, d'autant que, lors de la prochaine tentative, le passage sera certainement plus facile sans elle. Il retourne près de sa femme et lui explique la situation. En l'entendant, sa fille aînée se met à pleurer. Inconsolable, craignant de ne plus revoir ses sœurs, elle fait promettre à ses parents que plus jamais ils ne les sépareront. L'attente se prolonge. Des policiers entrent et sortent du bâtiment, leur jetant à chaque passage un regard dont on ne saurait dire s'il est distrait, curieux, indifférent ou même hostile.
Au bout de 2 heures, il a la surprise de voir le médecin de l'organisation humanitaire pénétrer dans le poste, le visage fermé, accompagné d'un homme qui, compte tenu de son aisance dans les lieux, semble être un policier en civil. Tous deux disparaissent dans l'escalier. Il se demande s'ils travaillent ensemble, si peut-être ses filles ont été livrées aux forces de l'ordre. Il ne dit rien à sa femme pour ne pas l'inquiéter davantage. Plus d'1 heure s'écoule, puis les 2 hommes redescendent. Il voit le médecin s'approcher pour leur annoncer qu'ils vont être libérés, tandis que le policier s'adresse à ses collègues qui lui répondent avec mauvaise humeur. Quelques instants plus tard, on leur dit de prendre leurs affaires et de partir avec le médecin. Sur la route qui se dirige vers la vallée, ce dernier les rassure sur la situation de leur fille. Arrivé dans la ville, le véhicule s'arrête près d'une vieille maison dans laquelle il pénètre par une porte située à l'arrière du bâtiment. Dans la grande pièce où on les installe sur des matelas posés sur le sol, il retrouve avec soulagement le reste du groupe. Ses 2 filles sont profondément endormies. Il ne les réveille pas. Il sourit à sa femme. Il dit à son aîné que tout va bien maintenant. Dans le silence, il entend l'église voisine sonner 3 heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. Avec la météo favorable, après ces 4 jours de tempête de neige, des passages de migrants sont probables ce soir. Ils regardent par la fenêtre du poste frontière. Des voitures et des camions franchissent le col, d'autant plus rare qu'on est en période de couvre-feu pour cause de pandémie, et que pour être sur la route, il faut une autorisation en bonne et due forme. Les véhicules venant d'Italie ralentissent devant l'Aubette et attendent, pour accélérer, le signe de son collègue qui, à l'évidence, ne fait pas de zèle. Par ces températures extrêmes, on se tient au chaud dans le petit local au milieu de la chaussée en se contentant d'une observation rapide. La seule exception, c'est lorsque le bus qui fait la jonction d'Oulx à Briançon arrive. Lui doit s'arrêter. Il faut monter à son bord, s'assurer qu'il n'y a pas de personne d'apparence étrangère qu'il serait alors nécessaire de contrôler. On demande aussi aux conducteurs combien sont descendus à Clavières. C'est une pratique récente. Avant, elle n'avait pas cours, mais elle est devenue la règle. Ce sont les consignes. Au début, il y avait des chauffeurs réticents. Ils disaient qu'ils n'étaient pas des informateurs de la police. Ils se sont même plaints à leur patron. Mais l'habitude est prise, désormais. Ils ne rechignent plus à les renseigner. Il est vrai que leurs indications sont utiles pour se faire une idée de ce à quoi s'attendre dans la nuit. Les gendarmes mobiles sont prévenus d'éventuels passages à venir. Eux ne manquent pas d'effectifs. Ils sont passés d'1 à 2 escadrons, 140 militaires. Tous les mois, des nouveaux, venant de toute la France. La plupart de ces militaires ne connaissent rien à la montagne. Il arrive même qu'ils n'aient pas les équipements nécessaires pour sortir dans la neige. Il faut dire que par ce temps, ils préfèrent rester dans les voitures et patrouiller dans le village. En plus, avec la lutte contre le terrorisme, on leur a ajouté 30 hommes des forces armées Sentinelles et 25 réservistes de l'opération Limes. Il fait mentalement le calcul, ils sont presque 200, en plus des policiers, pour intercepter les 5 ou 10 pauvres types qui, quotidiennement, essaient de traverser la frontière. Sûrement un peu plus cette nuit avec la fin de la tempête, mais toutes les forces de l'ordre ne sont pas logées à la même enseigne. Eux, au poste frontière, ils sont en principe 6 dans leur brigade de nuit, mais avec les congés et les malades, ils sont rarement plus que 4. Or, le travail ne manque pas entre 20h et 7h du matin. Si les militaires leur ont amené des migrants qu'ils ont interpellés, il faut les interroger, remplir la paperasse, contacter les collègues italiens qui viendront les chercher. Et si on ne peut pas les reconduire immédiatement, il faut les enfermer dans le petit modulaire situé à l'arrière du bâtiment principal et les y surveiller pour éviter les incidents. En plus, bien sûr, il faut 1 ou 2 à l'Aubette pour surveiller le trafic. À 4, ils ont du mal à tout faire. Heureusement, ils sont de petites semaines. Demain, dernière nuit, et ensuite 3 jours de repos. Mais à quoi sert ce qu'ils font ? C'est toujours un sujet de discussion. Entre eux, la plupart sont désabusés. S'il n'y avait pas le ski, beaucoup solliciteraient leur mutation. Les réadmissions en Italie, ils en font environ 3000 par an. Et encore, il arrive souvent que ce soit les mêmes qu'ils aient déjà arrêtés. Car comme ses collègues, il en est convaincu, tous les migrants finissent par passer. Si ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Si ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième, ou bien la quatrième. Car il y en a qui se font prendre à 3 reprises ou même plus. Mais ils continuent. Et ils finissent par y arriver. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait.
du simple brigadier comme lui au directeur zonal de la région sud. Le seul intérêt de ces interpellations, c'est de faire du chiffre. C'est ce que leur demande le commandant. C'est ce que leur demande la préfète. Parce que ce sont des statistiques qu'on fait remonter au ministre de l'Intérieur qui peut ensuite s'en féliciter publiquement. C'est beaucoup plus facile d'arrêter des migrants que des passeurs. Alors, comme ses collègues, il se satisfait des non-admissions. Quand leur nombre augmente, on les complimente, et à la fin de l'année, ils ont une meilleure prime. Quand ils diminuent, on les convoque, on les réprimande, on exige de meilleurs résultats. Tout le monde n'est cependant pas prêt à accepter une telle pression. Il est encore sous le choc du suicide, il y a 3 jours, du brigadier qui commandait l'autre équipe de nuit, un homme gentil, modeste, respectueux de ses collègues, correct avec les migrants. La version officielle, c'est qu'il avait des problèmes conjugaux, qu'il était séparé de sa femme, qu'il voyait moins ses enfants, qu'il faisait une dépression. C'est sûrement pas faux. Mais il a vu comment son collègue était affecté par la dégradation de l'ambiance au sein de l'institution. Les attentes de résultats quantifiés par leur hiérarchie ont généré une compétition entre les équipes à qui ferait le plus d'interpellations. Il avait entendu le brigadier dire que plus que la qualité du travail, c'était la quantité qui comptait désormais, quitte à tordre les données. Il n'ignore pas que les performances moins bonnes de l'autre équipe valaient sans cesse à son chef des brimades et des humiliations. D'ailleurs, il a entendu dire qu'avant de se suicider, le brigadier avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait les raisons de son geste, évoquant les pressions de sa hiérarchie qu'il ne supportait plus. Beaucoup le pensent, au fond, c'est la politique du chiffre qui l'a tué. La mort de son collègue lui laisse un goût amer, un vague sentiment de culpabilité. N'aurait-il pas fallu se montrer plus solidaire entre eux au lieu d'exacerber la concurrence? N'aurait-il pas fallu prêter plus d'attention aux signes patents montrant qu'il vivait mal les vexations? N'aurait-il pas fallu comprendre ce qu'il voulait dire quand il répétait qu'il ne trouvait plus de sens à son travail? Difficile de discuter de ces choses, il n'est jamais bon de trop parler dans cette institution, et puis ils sont tous soumis à cette pression des résultats. Alors si le brigadier a finalement craqué, c'est sûrement qu'il avait aussi des problèmes familiaux. Il se remet à son ordinateur. Au bout de quelques minutes, la porte de la salle de contrôle où il se trouve avec son collègue s'ouvre. 2 gendarmes entrent, accompagnant 4 migrants, 2 hommes, une femme, une fillette. Le véhicule qui les transportait a été intercepté dans la descente du col. Les maraudeurs qui le conduisaient n'ont pas fait de difficulté pour les suivre. Les militaires circulaient dans Montgenèvre. Quand ils ont aperçu 2 véhicules qui sortaient du village, ont reconnu celui bien repérable de Médecins du Monde. Ils les ont rattrapés un peu avant d'arriver dans la vallée, mais comme ils étaient seuls, ils n'ont pu arrêter que la seconde voiture. L'autre a continué sa route vers Briançon. En voyant les 4 migrants qu'on a fait asseoir sur les quelques chaises au fond de la salle, il se réjouit en se disant que ce sont 4 non-admissions de plus dans ses statistiques. Il appelle l'homme qu'on lui a présenté comme anglophone et lui fait préciser les relations familiales entre eux. Ensuite, il demande leur passeport, qu'évidemment ils n'ont pas. Il explique qu'il va leur donner un document à signer notifiant le refus d'entrer en France et qu'ils seront ensuite reconduits en Italie. Mais l'homme répond qu'ils veulent déposer une demande d'asile, car ils sont en danger s'ils retournent en Afghanistan. Il s'enquiert alors du pays dans lequel ils ont donné leurs empreintes digitales. L'homme dit qu'ils ont dû le faire en Grèce. Il lui indique que c'est donc là-bas qu'il devra présenter sa requête. La réponse ne semble pas satisfaire son interlocuteur, qui cependant se tait. Il lui dit d'aller s'asseoir pendant qu'il téléphone à ses collègues italiens qui vont venir les chercher. Il voit les 3 adultes parler entre eux, puis la fillette se mettre à pleurer. Il prend 4 petites bouteilles d'eau et 4 couvertures et les leur apporte, puis il compose le numéro des carabinieri. Peu après, on sonne à l'entrée du bâtiment. Il ouvre la porte, il voit 2 hommes, dont l'un, qui se présente comme médecin, explique qu'il vient de descendre des migrants dans la vallée pour les mettre à l'abri, que parmi eux se trouvaient 2 fillettes, que leurs parents ont été interpellés par les gendarmes et qu'ils viennent demander qu'on veuille bien les libérer afin de ne pas séparer la famille. Il est interloqué. Il n'a pas l'habitude qu'un maraudeur se présente de lui-même au poste frontière en reconnaissant avoir conduit des migrants en ville. Il n'a pas l'habitude non plus qu'un de ses activistes s'adresse à lui comme s'ils allaient simplement pouvoir tomber d'accord sur une telle sollicitation. Il est plutôt accoutumé aux prospectus qui dénoncent leur action et aux manifestations qui se déroulent devant leur bâtiment, en somme, au rapport de force entre les associations et la police aux frontières.
Il est surpris de voir son interlocuteur essayer de susciter une forme d'empathie. Il est vrai que la situation est délicate. Après un moment d'hésitation sur la conduite à tenir, il se reprend. Il accuse le médecin d'organiser, comme les autres volontaires, des opérations hasardeuses pour aider les migrants à franchir la frontière en les amenant à emprunter des chemins dangereux. Ils ne font pas de la mise à l'abri, comme ils le disent. Ils les exposent à des risques inconsidérés. Ce sont eux, les policiers et les gendarmes, qui protègent les migrants, déclare-t-il. Et si ces gens-là ont des problèmes de santé, d'ailleurs, ils appellent les pompiers qui décident s'il faut les descendre à l'hôpital. Comme le médecin essaie de se défendre, il lui répond qu'il le met bien en difficulté avec cette histoire. Il va sûrement être obligé de relâcher les parents, mais qu'il ne croit pas qu'ils auront le dernier mot avec leur maraude. Il voit son collègue le rejoindre, plus véhément que lui encore à l'encontre des maraudeurs. Il demande aux deux volontaires leur nom, leur dit d'attendre et referme la porte, les laissant dans le froid polaire. Puis il téléphone au responsable de la police aux frontières, s'excusant de le déranger à une heure si tardive et lui expose l'affaire. Il entend le commandant lui répondre qu'il faut auditionner le médecin, qui est un chercheur avec lequel il a eu quelques mois auparavant un entretien, et le laisser ensuite repartir avec les migrants, car s'il les refoule, les associations vont en profiter pour faire un scandale. Des enfants séparés de leurs parents, l'inhumanité de la police aux frontières, les journaux locaux en feraient leur chou gras. Ayant raccroché, il appelle donc l'officier de police judiciaire d'astreinte, qui est chez lui dans la vallée, et qui lui répond qu'une telle audition n'a aucun intérêt, car transporter des migrants n'est pas un délit. Il faut donc joindre à nouveau le commandant pour qu'il demande lui-même à l'officier de police judiciaire d'auditionner le maraudeur. Une heure s'écoule, dépité, il commente à son collègue qu'ils auraient pu réaliser 10 non-admissions ce soir et qu'au bout du compte, ils n'en feront aucune. Au moins le médecin va-t-il passer un mauvais moment, à moins qu'il ne refuse son audition libre et demande à être convoqué plus tard. Il traverse la salle, ouvre la porte, les deux volontaires sont toujours là. Moins 15, pense-t-il, non sans une certaine satisfaction. Il annonce au médecin qu'il va devoir être auditionné et que dans l'attente de cette procédure, les deux hommes peuvent rejoindre leur voiture. Il les regarde s'éloigner, grelottant. Une heure plus tard, il voit l'officier de police judiciaire entrer dans le poste avec le médecin, puis après les avoir salués, monter à l'étage et disparaître dans un bureau. Il se tourne vers son collègue et peste contre ces maraudeurs qui prétendent qu'ils font ce qu'ils font par solidarité. En réalité, ce sont bien des passeurs. En Italie, on dit aux migrants qu'ils trouveront de l'autre côté de la frontière des volontaires pour les aider. Alors ils montent. S'ils n'avaient pas cette information, ils n'essaieraient pas de passer. Ce sont les maraudeurs qui leur font prendre des risques. Il paraît que le Conseil constitutionnel a dit que c'était de la fraternité, mais ce n'est pas parce qu'ils ne demandent pas d'argent, et encore ça reste à voir, qu'ils ne sont pas des passeurs. Son collègue abonde dans son sens. En plus, avec le refuge, dans la vallée où ils accueillent tous ces migrants, ils créent un véritable appel d'air. Dans le poste, la conversation se poursuit. À l'étage, l'audition s'éternise. Le médecin a dû accepter de répondre aux questions. C'est rare. Généralement, les maraudeurs refusent ou bien se taisent. Il a dû parler. Enfin, il voit l'officier de police judiciaire redescendre avec son suspect libre. Il sait qu'il va devoir remettre les 4 retenus au médecin. Il ne résiste pas, toutefois, à une dernière salve. Si dans la descente du col, lui dit-il, il a un accident et tue ses passagers, ce sera sa responsabilité. La satisfaction qu'il ressent en prononçant ces mots ne corrige toutefois pas la frustration d'être contraint de laisser partir les 4 migrants. Il les voit se diriger vers la porte. Il consulte la pendule du poste. Il est bientôt 3 heures du matin. La nuit est tombée depuis longtemps. C'est sa 5e maraude. Les 4 premières n'ont pas permis de mettre des exilés à l'abri en les conduisant au refuge dit solidaire qui assure une hospitalité inconditionnelle. Il doit bien admettre qu'il est un peu décevant de passer 5 heures dans le froid à explorer la montagne et sonder la nuit, affrontant les questions inquisitrices des forces de l'ordre lors de contrôles d'identité, pour finalement redescendre très tard en ville sans avoir pu porter assistance à des personnes, parfois pourtant en réelle détresse. La signification de ces sorties, qu'on pourrait dire blanches, est d'ailleurs incertaine. Il le sait. La gendarmerie ou la police peuvent avoir intercepté les exilés avant qu'ils ne rencontrent des maraudeuses et des maraudeurs, et c'est une information qu'il obtient en conversant avec ces exilés quelques jours plus tard au refuge, lorsqu'ils l'ont finalement rejoint après une ou plusieurs tentatives. Les exilés peuvent aussi être passés sans encombre.
Et c'est une donnée qu'il découvre en constatant sur le registre du refuge une liste de personnes arrivées au cours de la nuit. Dans le premier cas, la maraude a été un échec. Dans le second, elle a été inutile. Il considère l'une et l'autre de ces options comme des rappels à un certain réalisme sur le sens de leur action, en lui montrant d'un côté l'indiscutable supériorité des forces de l'ordre qui jouissent d'un avantage en nombre, en matériel, en arbitraire de la décision, et de l'autre l'autonomie des exilés, capables de franchir les frontières sans assistance autre que celle de leurs compagnons d'infortune, dont ils ont obtenu des coordonnées de géopositionnement sur leur téléphone, comme ils l'ont fait depuis des mois, voire des années. La répétition de ces sorties blanches peut s'avérer décourageante. Mais outre que des personnes mal en point, des femmes à un stade avancé de leur grossesse ou des familles accompagnées d'enfants en bas âge, soient trouvées et conduites à l'hôpital ou au refuge parfois, ce qui justifie leur sortie en montagne, il se dit qu'il y a aussi un sens politique à leur présence en tant que volontaires, qui d'une part manifeste vis-à-vis des exilés l'existence d'une solidarité de ce côté de la frontière, et d'autre part affirme face au pouvoir public une forme de surveillance. Ce n'est pas une simple illusion, il a entendu des exilés remercier les maraudeuses et les maraudeurs pour leur action, même lorsqu'ils n'en étaient pas eux-mêmes les bénéficiaires, et il a vu des violences policières et divers illégalismes faire l'objet de signalements aux procureurs et d'articles dans la presse, ce qui a contribué à en réduire la fréquence. C'est cette conviction d'un sens politique des maraudes qui lui donne, comme à ses collègues, l'énergie nécessaire pour s'exposer à la fatigue, aux intempéries et aux remarques peu amènes des forces de l'ordre. Mais ce soir, il croit que la sortie pourrait être fructueuse, car le temps est calme et le ciel dégagé après plusieurs jours d'une tempête de neige qui rendait toute traversée hasardeuse. Or, les arrivées d'exilés ne se sont pas taries de l'autre côté de la frontière et la presse locale du Val di Susa fait état d'un dépassement des capacités des deux refuges d'Oulx, avec de nombreuses familles arrivées, principalement d'Afghanistan. Les 7 autres maraudeuses et maraudeurs qui, prêts à monter, s'activent dans le local sont du même avis. Il y aura certainement des passages cette nuit et sûrement des gens qui auront besoin d'être mis à l'abri compte tenu des températures annoncées, moins 15. Il est difficile de passer 12 heures dans la neige par ce froid sans souffrir de gelures ou d'autres complications. Depuis un moment déjà, il regarde les cartes des alentours du col de Montgenèvre afin de déterminer le positionnement d'observation ou la zone de recherche de chacune des 4 paires de maraudeurs, car il est nécessaire d'être à 2 dans chaque véhicule, un chauffeur et un copilote. La stratégie de présence sur le terrain a fait l'objet d'une longue discussion. D'une part, il faut envisager plusieurs trajets pouvant être empruntés par les exilés. D'autre part, il faut prévoir un retour rapide en cas de découverte de personnes en détresse. Finalement, un plan est établi. Chacun est censé avoir compris ce qu'il devait faire et ce qu'allaient faire les autres. C'est le moment des préparatifs. On vérifie que chacun a bien son attestation associative et son autorisation de sortie à cause du couvre-feu, ainsi qu'un document d'identité pour éviter la vérification au poste frontière que les policiers ont beau jeu d'imposer aux maraudeuses et aux maraudeurs distraits. On se sépare des téléphones personnels en cas d'interpellation. Les forces de l'ordre peuvent en effet les saisir et les exploiter, voire les placer sous scellés, le risque étant que soient utilisés les liens entre les personnes concernées pour ajouter à un éventuel chef d'accusation la notion de bande organisée qui expose à des sanctions beaucoup plus lourdes. Il ne s'agit pas là d'un imaginaire paranoïaque. Les relations avec les pouvoirs publics se sont tendues, des saisies de téléphone se sont produites, des interpellations suivies de garde à vue ont déjà eu lieu et des procès se sont conclus par des condamnations à des peines d'emprisonnement. Le départ s'effectue enfin. Il monte dans le véhicule de Médecins du Monde et vérifie que la trousse des premiers soins est bien là, de même que les couvertures de survie. Il interroge le chauffeur qui vient de s'installer au volant et apprend que son expérience des maraudes est encore plus limitée que la sienne. Il se rassure en pensant que dans les autres voitures, certains semblent plus chevronnés. Arrivé à Montgenèvre, chacun suit la consigne qu'ils se sont donnée. Lui est avec son chauffeur en observation, immobile dans le vent, il sent le froid le gagner. Interminable attente. Il aperçoit plus bas des semi-remorques qui franchissent le col d'un côté ou de l'autre. Soudain, un message annonce qu'un cri d'enfant a été entendu là où se trouve un autre binôme. Il se précipite dans son véhicule, mais juste avant d'atteindre le lieu où ses collègues les attendent, des gendarmes leur font signe de s'arrêter. Il craint qu'ils ne soient informés de la raison de leur présence à cet endroit.
À sa surprise, il ne s'agit pourtant que d'un banal contrôle d'identité que le chef d'équipage s'ingénie à faire durer en cherchant vainement à obtenir des renseignements sur la manière dont s'organisent les maraudes. Ils finissent par repartir et rejoindre les deux maraudeurs qui leur expliquent avoir trouvé dans une cabane 2 familles afghanes avec de jeunes enfants et surtout un nouveau-né qui, déclare-t-il dans un état de grande anxiété, est congelé. En entendant ce mot, il sent sa gorge se nouer. Il imagine le pire. Les exilés traversent en courant dans la neige la faible distance qui les sépare de la route. Quelques mots sont rapidement échangés. Il faut aller vite. Il est réparti précipitamment dans les 2 véhicules en plaçant dans la sienne médicalisée les plus fragiles, c'est-à-dire les parents du nouveau-né, dont il s'assure par un examen succinct qu'il paraît finalement aller bien, ainsi que le petit garçon et les 2 filles un peu plus âgées. Les 4 autres, 3 adultes et une préadolescente, montent dans le second véhicule. Ils se mettent en route, traversent le village, s'engagent dans la descente sans encombre. Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre la vallée, il aperçoit derrière eux, dans l'obscurité, un gyrophare et voit le second véhicule s'arrêter. L'autre groupe d'exilés va être conduit au poste frontière et reconduit en Italie, c'est certain. Il n'y a cependant rien à faire. Il dit au chauffeur de continuer. Quelques minutes plus tard, ils sont au refuge et pendant qu'un aidant prépare une chambre pour leurs hôtes, il leur propose une boisson chaude. Il a des sentiments ambivalents. D'un côté, ils ont mis à l'abri une famille, mais de l'autre, la seconde va se faire refouler. Cependant, les 2 fillettes semblent tristes. La plus âgée a une dizaine d'années. Elle parle quelques mots d'anglais. Il lui demande si quelque chose ne va pas. Elle lui explique d'une voix douce que ce sont ses parents à toutes les 2 qui étaient dans l'autre voiture. Il se rend alors compte de son erreur. Il faut remonter. Il assure la fillette qu'ils vont faire leur possible pour ramener ses parents. Elle fait un signe affirmatif de la tête, sans paraître convaincue. Il devine derrière l'apparente sérénité qu'elle manifeste dans une telle circonstance une forme de résistance au malheur probablement acquise au cours des nombreuses tribulations de son exil. Ils partagent la nouvelle avec le chauffeur, ils reprennent la route du col et stationnent leur véhicule devant le poste frontière. Ils sonnent. Un policier ouvre la porte sans les laisser entrer, lui se présente, explique la situation, demande de permettre au père et à la mère de rejoindre leur fillette. Le policier semble d'abord interdit, puis embarrassé, mais finit par se lancer dans une diatribe contre les maraudeurs, le danger qu'ils font courir aux migrants, la protection que les forces de l'ordre sont les seules à leur donner. Lui ne répond pas aux accusations, mais réitère sa requête en faisant référence, sans être tout à fait sûr de l'exactitude de son propos, au fait que le gouvernement s'est engagé à ne pas séparer les enfants de leurs parents. Il voit l'autre policier apparaître sur le perron, s'informer de ce dont il est question et s'engager à son tour dans un discours virulent, parlant de mise en danger de la vie d'autrui, car si l'on compte le nouveau-né, il y avait bien 8 passagers dans la voiture au lieu des 7 autorisés. En entendant cet argument, il se demande jusqu'où peut aller la provocation des policiers. Mais il se tait, le premier agent dit qu'il va contacter sa hiérarchie et refermant la porte disparaît. Les voici maintenant tous 2 sur les marches, silencieux, soufflant dans leurs gants pour réchauffer leurs doigts. Une demi-heure s'écoule, ils se demandent s'ils ne font pas exprès de les laisser dehors par ce temps glacial. Puis la porte s'ouvre à nouveau, et il entend le policier lui expliquer qu'il va avoir une audition, qu'ils peuvent retourner dans leur voiture en attendant l'officier de police judiciaire qui va monter de Briançon. Il a une vague idée de ce qu'est une audition, il sait qu'il s'agit d'interroger une personne qu'on soupçonne d'un délit, ce qui veut donc dire qu'on le soupçonne d'un délit. Il sait aussi qu'il est recommandé aux maraudeurs de ne pas accepter l'audition, ou bien si on l'accepte, de refuser de répondre aux questions. Il n'a pas encore décidé ce qu'il va faire, mais il a envie d'en finir avec cette histoire. Il se dit qu'il s'est lui-même piégé en venant raconter son récit à la police, mais il ne voit pas ce qu'il pouvait faire d'autre dans ces circonstances. Il reconnaît cependant qu'il était naïf de croire que sa bonne foi aurait raison de l'hostilité des forces de l'ordre à l'encontre des maraudeurs. Au bout d'une heure passée, somnolent et inquiet dans un véhicule dont le chauffage est au maximum de sa puissance, il entend un petit coup frapper à la portière. Il baisse la fenêtre embuée et entend un policier en civil lui expliquer que s'il accepte l'audition, il lui remettra les migrants retenus et qu'il n'a du reste rien à craindre de cette audition qui est une simple procédure. Méfiant, il se demande si ce n'est pas là ce classique jeu de good cop, bad cop, dans lequel son nouvel interlocuteur serait le gentil policier venant après les 2 méchants. Mais il comprend qu'il n'a pas vraiment le choix que d'accepter s'il veut faire libérer les parents. Entendu au 2e étage entièrement désert du poste frontière, lui qui n'a jamais eu affaire à la police, mais qui a passé près de 2 ans à l'étudier et en connaît donc les ruses, se sent acculé.
Son inquiétude grandit lorsqu'il entend que l'infraction qu'il est censé avoir commise est l'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire français. Il sait que la sanction peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement avec une lourde amende. Il rejette l'accusation comme fausse car il a recueilli les exilés loin de la frontière et absurde car de toute façon, comment les forces de l'ordre pourraient-elles prouver ce qu'elles n'ont pas pu voir? Il dément donc et continue, l'esprit soudainement vide devant la gravité des faits qui lui sont reprochés, à répondre à l'officier de police judiciaire qui, à l'évidence, ne cherche pas à le mettre en difficulté. D'ailleurs, à la fin de l'audition, ce dernier lui fait relire et corriger comme il le souhaite le procès-verbal. Il l'entend même lui dire, sur un ton bienveillant, que ce document, une fois signé, sera envoyé au procureur, mais qu'il y a de grandes chances que dans un tel cas, il y ait classement sans suite. Et donc, de petites chances que ce ne soit pas le cas, se dit-il. Il redescend dans la salle, il voit l'officier de police judiciaire parler à ses collègues. Il dit aux parents que leurs 2 filles sont au chaud dans un refuge et qu'ils vont pouvoir les rejoindre. Vous ne pourrez pas dire qu'on maltraite les migrants, lui lance avec aigreur l'un des 2 policiers en lui montrant les bouteilles d'eau qui n'ont pas été touchées et les couvertures qui sont posées près d'eux sur un siège. Au moment où il s'apprête à quitter le poste, son collègue ne peut s'empêcher de prononcer une menace. S'il a un accident sur la route et que les migrants sont tués, il sera tenu pour responsable. Il sort avec les 4 exilés. Sur le seuil, il entend l'officier de police judiciaire leur souhaiter bonne chance. Il ne jouait donc pas un jeu, se dit-il. Dehors, ses collègues de maraude l'ont attendu, malgré leur tardif, pour s'assurer que la police le laisserait sortir du poste. Il échange avec eux quelques mots et fait monter ses passagers dans le véhicule de Médecins du Monde. La descente vers Briançon se passe cette fois sans problème. Au refuge, il se réjouit en voyant l'expression heureuse des parents qui ont retrouvé leurs 2 filles endormies dans un sommeil profond que la lumière et le bruit ne parviennent pas à troubler. Il les quitte en leur promettant de revenir un peu plus tard. Il convient avec les autres maraudeurs de renoncer au débriefing qui conclut généralement, autour d'une boisson chaude, leur sortie nocturne. Tandis qu'il se dirige dans le silence de la ville endormie vers son appartement de location, il se sent inquiet du devenir de son audition. Il vit à plusieurs milliers de kilomètres et imagine les complications d'un procès. Épuisé par les émotions de la nuit, il regarde sa montre. Il est déjà plus de 3 heures du matin. L'exercice auquel je me suis livré et auquel je vous ai exposé dans la première leçon est inhabituel. Il l'est au moins pour 2 raisons. Première raison, j'ai présenté un matériau brut, sans explication, sans commentaire. Ce que je propose d'appeler une scène culminant dans les rencontres qui s'étalent sur quelques heures entre 3 protagonistes, 2 familles d'exilés, des membres des forces de l'ordre et un groupe de 8 maraudeuses et maraudeurs. Rencontres au cours desquelles, dans un premier temps, les volontaires parviennent à rejoindre les familles en situation de détresse dans la neige et le froid et commencent à les descendre vers la vallée dans leur véhicule. Dans un deuxième temps, un véhicule de gendarmerie arrête l'une d'elles où se trouvent 4 exilés, tandis que le second continue sa route jusqu'en ville et met à l'abri 6 autres dans un refuge. Dans un troisième temps, s'étant rendu compte que parmi ces exilés accueillis, 2 fillettes avec leurs parents dans la voiture interceptée, les 2 maraudeurs qui les ont conduites remontent au col et demandent aux policiers du poste frontière de les libérer. Enfin, dans un 4e temps, ils n'obtiennent de pouvoir réunir la famille qu'au prix de l'audition par un officier de police judiciaire de l'un des 2 maraudeurs, le médecin, qui se découvre accusé à tort du délit grave d'aide à l'entrée irrégulière d'étrangers sur le territoire français. La scène est relativement simple dans son déroulement, même si elle est assez exceptionnelle dans les faits. Les interactions entre les 3 protagonistes ou ensemble de protagonistes se déroulent pratiquement 2 par 2 à chacun de ces moments. Les seuls brefs instants où les 3 se trouvent simultanément présents sont l'interpellation des exilés dans le véhicule qui les descend dans la vallée et leur libération au poste frontière après l'audition. Si la première de ces situations, interpellation, est banale et presque quotidienne, la seconde, libération, est remarquable car la règle, vous l'aurez compris, c'est le refoulement. Les 3 récits de ces rencontres constituent donc une triple ethnographie
mais chacun d'eux a un statut différent au regard de la pratique ethnographique. Deuxième raison, j'ai en effet présenté non pas une version, comme on le fait généralement, ce qui implique une autrice ou un auteur supposé disposer d'un point de vue objectif sur les événements racontés de manière linéaire, tels qu'ils sont censés s'être déroulés, mais trois versions, celle d'un exilé, celle d'un policier, celle d'un maraudeur, qui offrent chacune une vision subjective de ce qui s'est passé cette nuit-là au col de Montgenèvre, avec des retours en arrière, plus ou moins loin dans le temps. Ces versions ne sont cependant pas rapportées à la première personne, qui serait celle trompeuse de trois narrateurs témoignant de la manière dont les faits se sont produits, mais à la troisième personne, qui est celle ouvertement déclarée, ostensiblement artificielle, du chroniqueur œuvrant à la reconstitution de chacune des perspectives. La position de ce chroniqueur n'est toutefois pas la même dans chacune de ces versions. Pour la première, il dispose du récit fait par l'homme afghan, avec lequel il a eu de longs entretiens, qui lui permettent de reproduire le périple de sa famille depuis les menaces de plus en plus pressantes des talibans qui le contraignent à partir de Ghazni, jusqu'au moment où, près de 4 années plus tard, il retrouve ses filles au refuge de Briançon. Pour la seconde, il est observateur de certaines des interactions dans le poste frontière, mais n'ayant pu obtenir d'entretien avec le brigadier, il compense ce manque en réunissant les éléments qui lui ont été apportés par d'autres membres des forces de l'ordre, gendarmes et policiers, ce qui permet notamment de comprendre l'agressivité que l'agent manifeste à l'encontre des maraudeurs, à la lumière des pressions qu'il subit de la part de sa hiérarchie et du suicide de l'un de ses collègues qui s'est produit 3 jours plus tôt dans des conditions tragiques. Pour la troisième, enfin, il est pleinement participant, étant non seulement l'un des 8 maraudeurs, mais également le seul auditionné. Il est donc évident que, bien qu'elles soient traitées de façon similaire sur le plan littéraire, les 3 versions n'ont pas la même relation à la factualité des faits, si l'on peut dire. Ce sont 3 modalités d'une subjectivité narrative dont aucune ne peut prétendre accéder à une vérité, y compris celle du médecin maraudeur. Toutes 3 sont des reconstitutions par lesquelles je m'efforce de mobiliser les différents matériaux empiriques dont je dispose, expériences, observations, récits colligés, entretiens avec les proches. Cette mobilisation est du reste sélective, car je me suis astreint à une autocensure concernant certains aspects des faits dont j'ai connaissance, pour protéger des sources, pour ne pas mettre en danger des acteurs, pour ne pas fragiliser des opérations d'assistance, j'ai écarté de mes 3 narrations certains éléments susceptibles d'avoir des conséquences négatives pour les policiers et plus encore pour les maraudeurs. Le travail du chroniqueur, que je suis, implique donc des additions aussi bien que des soustractions. Chacune des versions qu'il propose est le produit d'un compromis exigeant entre ce que l'on peut dire dans les limites de ce que l'on sait et de ce qu'il est souhaitable de ne pas dire au regard des risques auxquels on expose les personnes et leurs actions. Mais pourquoi cette singulière ouverture ethnographique pour un cours qui porte sur les épreuves de la frontière? Il y a 2 explications à ce choix. La première est que l'immersion proposée, je l'espère, à travers les 3 récits, permet d'avoir une représentation concrète, une vision rapprochée, une appréhension intime de ce qui se joue au quotidien pour les exilés, pour les forces de l'ordre, pour les acteurs de la solidarité, et de saisir ces tensions, ces dangers physiques, ces aléas juridiques, et donc ces épreuves de la frontière, sans pour autant prétendre à une seule vérité, puisque ce sont au contraire 3 versions distinctes qui se succèdent. La seconde raison est qu'il me fallait montrer d'emblée que l'analyse théorique qui s'élaborera dans les prochaines leçons s'appuie sur des bases empiriques, sur près de 5 années d'enquête qui l'inspirent et lui donnent sens, et sans laquelle cette analyse n'aurait pas été possible, ou du moins aurait été très différente. Cette immersion sur le terrain et ses fondements empiriques, que je continuerai de mobiliser, permettront, je l'espère,
de jeter les premiers ponts entre questions morales et enjeux politiques qui définissent cette chaire. J'ajoute que cette entrée en matière permet de mettre en scène, en quelque sorte, les protagonistes de ce cours, dont il dessine la structuration. Les forces de l'ordre que l'État déploie pour protéger son territoire, les exilés dont le passage du col n'est qu'une étape vers d'un périple incertain, les volontaires qui s'efforcent de leur porter assistance et de faire valoir leurs droits. Si vous reprenez ces trois éléments, politique, histoire, résistance, ce sont les titres des séances correspondantes. Mais il est une autre protagoniste, omniprésente et invisible de ce récit, c'est la frontière. Car elle n'est pas une simple ligne tracée sur une carte, elle a une vie propre, elle se meut, s'épaissit, se projette. Et montagneuse comme ici, maritime ou désertique comme ailleurs, elle violente, elle blesse, elle tue. C'est pourquoi c'est par ces géographies que je débuterai la prochaine séance, mais revenons aux rencontres de cette nuit d'hiver au col de Montgenèvre. D'ethnographie, il est donc question, même si elle adopte une forme inusitée, je dois l'avouer, dans la manière dont je l'ai retraduite ici. Mais qu'est-ce qu'une ethnographie ? Alors la question peut sembler triviale à celles et ceux qui sont familiers des sciences sociales, mais je voudrais ici m'éloigner quelque peu des définitions traditionnelles, ou plutôt les enrichir. On sait que Bronislaw Malinowski, dans sa classique étude des Argonautes du Pacifique occidental, a fait au début du XXe siècle de l'ethnographie la méthode archétypale de l'anthropologie, consistant à vivre pendant de longues périodes de temps dans le monde social qui fait l'objet de l'enquête, de façon à se familiariser avec ses membres et à permettre en retour à ces derniers de se familiariser avec ce personnage curieux qu'est l'ethnographe. Cette méthode s'accompagne de tout un lexique qui décrit la manière de procéder et comprend notamment le travail de terrain, l'observation participante, les informateurs locaux. Elle fait l'objet de nombreuses critiques à l'encontre de pratiques allant des connivences d'anthropologues avec les politiques coloniales jusqu'à des comportements parfois irrespectueux des populations étudiées. Elle a pourtant survécu en s'adaptant aux transformations historiques des sociétés, depuis l'indépendance des pays alors dits du tiers-monde, qui l'ont amené à se replier en partie sur des territoires proches, jusqu'aux phénomènes de mondialisation qui ont conduit certains à développer des dispositifs multisitués. La méthode connaît d'ailleurs aujourd'hui un regain de vigueur, dépassant beaucoup les confins de l'anthropologie et de la sociologie pour être désormais pratiquée et même revendiquée par des politistes, des juristes, des géographes, des linguistes, voire des économistes, qui veulent échapper au positivisme des études quantitatives ou modélisées de leur discipline. Il ne reste pas moins que, en tant que méthode, l'ethnographie a cette étrangeté originale que les chercheurs et les chercheuses ne doivent jamais oublier et que les personnes qui en sont l'objet perçoivent souvent de manière aiguë, à savoir le fait de vivre au milieu de groupes d'individus avec pour seul objectif de comprendre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et pourquoi, alors même que ces derniers n'ont rien demandé et peuvent même s'en irriter. Les ethnographes sont toujours des intrus qui cherchent à se faire accepter par les différents protagonistes pour les besoins de leur recherche, mais ne trouvent jamais complètement leur place entre les exigences de leur méthode, les relations nouées sur le terrain, les sensibilités qui se manifestent face à certaines situations, les engagements moraux et politiques qui sous-tendent le choix de leur thème de recherche. Enquêter sur le traitement des exilés à la frontière, sur l'attitude des policiers à leur égard, sur les actions de solidarité pour les protéger, n'est pas une chose qui va de soi, même si l'objectif de la recherche est bien, comme toujours en sciences sociales, de rendre compte et de tenter de comprendre. Mais l'ethnographie n'est pas juste une méthode, elle est aussi une écriture, ce que rappelle l'étymologie du mot. Elle est ce qui donne forme au travail de terrain. Elle en est la traduction sous la forme d'un livre, d'un article, d'un film. Or, cette traduction suppose des choix,
car tout ne peut pas être décrit ou raconté à la manière dont James Joyce rédige les 24 heures des 3 personnages de Ulysses, ou Virginia Woolf relate la journée de Mrs. Dalloway. Elle implique des interprétations, et même dans ce qui semble la plus simple description d'un lieu ou narration d'un événement, comme l'a montré Dan Sperber à propos d'extraits des Nuaires, un classique de l'anthropologie britannique d'Evans Pritchard, qui paraissent anodins, mais résultent en réalité d'une lecture particulière des faits. De surcroît, l'ethnographe n'a jamais accès qu'à des fragments du monde étudié. On peut même dire qu'elle ou il est absent de l'immense majorité des scènes qui se déroulent pendant le temps de son enquête. Et c'est une expérience commune pour l'ethnographe que d'apprendre avec une certaine frustration qu'un fait important s'est produit précisément à un moment et dans un lieu où il ou elle n'était pas. La description et la narration résultent donc d'éléments soustraits, généralement à son insu, aussi bien que d'éléments ajoutés, souvent inconsciemment. Ces limites ont conduit à la contestation par nombre d'auteurs de ce par quoi l'ethnographe, de ce que James Clifford a appelé l'autorité ethnographique, c'est-à-dire ce par quoi l'ethnographe affirme à ses lectrices et ses lecteurs que ce qui est écrit est vrai parce qu'il était là, sur le terrain. C'est une stratégie inverse de composition que j'ai adoptée pour relater les 3 rencontres entre les exilés, les policiers et les maraudeurs. Le choix de présenter 3 versions au lieu d'une révèle sans ambiguïté que l'écriture est la reconstitution de 3 perspectives distinctes dont il est impossible de dire pour chacune d'elles « c'est vrai parce que j'y étais ». En effet, je n'étais ni avec les exilés ni avec les policiers, et même la version du maraudeur n'est que ma reconstitution après coup. L'illusion ethnographique est d'emblée déjouée. Un détail linguistique mérite à ce propos d'être noté, c'est le choix du terme pour désigner les personnes qui traversent les frontières illégalement. Eux-mêmes se nomment généralement réfugiés, au regard de ce qu'ils considèrent être leurs conditions. Les forces de l'ordre parlent à leur sujet de migrants, terme utilisé par les autorités pour suggérer leur illégitimité. Les associations les appellent des exilés, mot qui s'est imposé pour échapper à l'alternative entre les 2 autres, tout en soulignant le caractère forcé du départ de leur pays, quelle qu'en soit la cause. Chacune des 3 versions présentées, vous l'aurez peut-être remarqué, respecte la terminologie en usage dans le groupe correspondant, c'est-à-dire le regard des protagonistes. Un autre trait souvent négligé de l'ethnographie est qu'elle est une expérience. L'ethnographe n'est pas simplement un observateur et un écrivain, comme je viens de le rappeler. Elle ou il vit, parfois de façon intense, quelquefois avec enthousiasme, au contraire dans le désenchantement, le temps passé sur le terrain. Pendant longtemps, cette part de l'ethnographie a été dissimulée comme n'ayant pas sa place dans des monographies qui devaient décrire les structures de la parenté, les rites religieux, les pratiques magiques, les institutions politiques, les cosmologies de la société étudiée, en effaçant toute trace de subjectivité et même parfois de la présence de la chercheuse ou du chercheur. À quelques exceptions près, comme l'Afrique fantôme de Michel Leiris, le journal de l'anthropologue n'était pas destiné à être publié. Il était le domaine privé des confidences à soi-même de l'anthropologue. Et l'on sait que celui de Bronisław Malinowski était rédigé en polonais, sa langue maternelle, peut-être pour se protéger des indiscrétions, ce qu'il n'a d'ailleurs pas pu éviter, puisque le journal a été publié à titre posthume, non sans provoquer un scandale qui a contribué à son succès. En fait, comme l'a bien montré Vincent Deben dans L'Adieu au voyage, plusieurs grands noms de la discipline, d'Alfred Métraux avec L'île de Pâques à Claude Lévi-Strauss avec Triste Tropique, ont publié à côté de leurs travaux scientifiques un mémoire, mais il ne s'agissait pas seulement pour eux de se donner la liberté d'un exercice littéraire, comme il l'écrit justement, c'était aussi à leurs yeux l'occasion de s'autoriser à parler de leur expérience. Expérience du terrain lui-même et de ses tribulations, tout autant qu'expérience d'une pensée dégagée des contraintes imposées par les règles académiques. Dans la scène que j'ai rapportée, l'expérience de l'ethnographe est multiple, et pour s'en tenir aux seuls affects, ce sont l'émotion de la récupération
des exilés dans la neige, l'admiration de la réaction des fillettes séparées de leurs parents, l'exaspération face à l'attitude des policiers au poste frontière, l'anxiété lors de la découverte du chef d'accusation pendant l'audition, le plaisir au moment de la réunification finale de la famille au refuge. On voit comment chacun de ces affects éclaire en miroir un pan de l'expérience des protagonistes. Car dans le travail ethnographique, la subjectivité n'a pas pour fonction principale de rendre compte des états d'âme de la chercheuse ou du chercheur. Elle introduit une réflexivité qui informe la production de connaissances, par exemple les biais que peuvent introduire la sympathie ou l'antipathie dans la présentation des personnages et l'analyse de leur action. Un dernier aspect de l'ethnographie, après la méthode, l'écriture, l'expérience, mérite d'être évoqué. C'est son caractère public. Il n'a cependant guère été relevé dans la littérature anthropologique, bien qu'il paraisse assez évident. Car dès lors qu'elle est publiée, l'ethnographie tombe dans le domaine public, au sens littéral de cette expression, et donc se trouve à la portée de publics divers. Après le temps du terrain et de la rédaction auxquels sont associées diverses formes d'expérience, il y a le temps de la publicisation. Elle peut prendre plusieurs formes, depuis l'article scientifique dont le lectorat sera limité aux spécialistes du domaine, jusqu'à l'intervention dans les médias qui touchera une large audience. Et deux tendances contraires sont d'ailleurs à l'œuvre, avec d'un côté une professionnalisation et une spécialisation qui conduisent à une production de textes scientifiques souvent peu accessibles, réservés aux échanges au sein de la discipline, et de l'autre, une demande et une attente de la part de publics avides de savoir ethnologique. Et l'on sait la popularité de la collection Terre humaine que Jean Mallory dirigeait chez Plon. Je suppose que l'auditoire du Collège de France réunit les deux groupes, public spécialiste et général. La réception et l'utilisation des œuvres, et même en amont les choix faits par l'ethnographe en matière de terrain et d'écriture pour anticiper cette réception et cette utilisation, sont donc partie intégrante de l'activité scientifique. Ce qu'on peut appeler ethnographie publique, qui comprend la présentation de travaux devant une assistance, une interview à la radio, un témoignage lors d'un procès, une contribution à une exposition, une performance dans un théâtre, une traduction de livres savants en bande dessinée, pour me limiter à ce qu'il m'est arrivé de faire, doit être considérée non comme un service après-vente de la publication, mais comme une nouvelle étape de la recherche. À la suite de ces divers modes de publicisation, les réactions suscitées peuvent aller de l'incompréhension à l'hostilité de la part de protagonistes qui ne se reconnaissent pas ou ne veulent pas se reconnaître dans les descriptions qu'on fait d'eux, comme le montrent les textes rassemblés par l'anthropologue états-unienne Karen Brettel dans When They Read What We Write, quand ils lisent ce que nous écrivons. Mais même dans ces cas, de telles réactions négatives deviennent à leur tour un matériau permettant d'enrichir à la fois la collecte des données et la compréhension des enjeux. L'ethnographe s'efforce cependant parfois de prévenir de telles réactions. La manière dont j'ai relaté la rencontre à Montgenèvre anticipe le fait que les trois récits puissent être entendus, notamment par des membres des pouvoirs publics et des forces de l'ordre, ce qui implique de ne pas livrer certaines informations, pourtant importantes pour l'analyse de la police aux frontières et des activités de maraude. C'est l'autocensure que j'ai déjà évoquée, qui fait partie de tout travail ethnographique, a fortiori lorsqu'il est enregistré comme ici. Une remarque encore sur les conditions de l'enquête. Elle concerne le positionnement par rapport aux divers acteurs sur le terrain et sa signification dans un projet qui tente de penser ensemble questions morales et enjeux politiques. Le souci qu'Anne-Claire Defossé et moi avions en commençant cette recherche et que nous avons conservé tout au long était d'essayer d'appréhender la diversité des points de vue sur la scène de la frontière, autrement dit, d'accorder la même importance à toutes les paroles, à toutes les voix, celles des exilés, celles des autorités, y compris des forces de l'ordre, et celles des intervenants au titre de la solidarité, qu'ils soient maraudeurs ou accueillants. C'est là un principe à la fois de méthode et d'éthique. Pour ce qui est des entretiens, nous avons été en mesure de le respecter, interrogeant près de 200 personnes dans les trois catégories ainsi définies. Pour ce qui est de l'observation, en revanche, la symétrie est réelle.
Les problèmes auxquels j'ai été confronté pour simplement rencontrer les responsables de la police aux frontières et qui n'ont été résolus que par l'intervention de 2 membres du cabinet du ministre de l'Intérieur de l'époque, ne laissaient aucune chance à la possibilité d'une observation directe du travail des forces de l'ordre, comme j'avais pu le faire pendant 15 mois dans la région parisienne. À l'inverse, les organisations non gouvernementales locales se sont montrées très ouvertes, notamment aux refuges, et compte tenu de la difficulté qu'il y a toujours à trouver sa place sur le terrain, cette ouverture s'est avérée décisive. Mais pour des raisons pratiques aussi bien qu'éthiques, la forme canonique de l'observation participante a été inversée en participation observante. Cette participation se traduisait surtout, en ce qui me concerne, par des consultations médicales et des sorties en maraude, mais occasionnellement aussi par la présence lors d'assemblées d'associations ou l'aide à la rédaction d'un document, toutes activités qui offraient autant d'opportunités d'observer les relations entre les agents et de nouer des contacts pouvant ultérieurement donner lieu à la réalisation d'entretiens. Avec le temps, ce positionnement de fait du côté de la solidarité me rapprochait des exilés, puisque je les rencontrais dans le cadre du refuge, mais paradoxalement aussi des forces de l'ordre, puisque dans le contexte des maraudes, j'avais affaire à elles à travers les contrôles d'identité, des contraventions et même, comme vous l'avez vu, une audition. Mais il y a plus. Au-delà de cette dimension méthodologique, l'équilibre entre les différents points de vue pose des questions d'ordre moral et politique. L'analyse peut-elle s'affranchir de tout jugement, même implicite ? Est-il réaliste et justifiable d'accorder la même valeur au secours des réfugiés et à leur répression ? Les discussions parfois intenses au sein de la philosophie morale et les débats souvent virulents dans les arènes politiques montrent que dans le champ intellectuel comme dans l'espace public, ces questions sont investies de raison et de passion. Pour les ethnographes, elles sont un défi singulier dans la mesure où ils se trouvent proches des acteurs et peuvent donc être amenés à voir la souffrance et la détermination des exilés, l'agressivité ou l'indifférence des forces de l'ordre, le dévouement et la désillusion des intervenants solidaires, ou toute autre combinaison d'expressions des expériences dans chacune de ces catégories, car aucune des trois n'est évidemment homogène. Du reste, en amont de la restitution des résultats, le choix même par les chercheuses et les chercheurs de leur thème de recherche indique déjà une certaine sensibilité qui donne à leur enquête une orientation. En l'occurrence, on choisit d'étudier la frontière dans le contexte actuel parce qu'on s'intéresse aux traitements faits aux exilés, parce qu'on s'indigne de l'accumulation des morts causée par le contrôle brutal de l'immigration et parce qu'on résiste à l'idée que la vie de certains êtres humains se trouve dépréciée. Autrement dit, parce qu'on fait de la frontière une question morale porteuse d'enjeux politiques. D'où l'importance du travail de distanciation que permettent à la fois l'exploration empirique et la réflexion théorique. Il s'agit de comprendre les moteurs et les mécanismes de ce qui se joue à la frontière, tout en sachant qu'une parfaite neutralité est illusoire et peut-être pas même acceptable moralement et politiquement. Dans une célèbre conférence prononcée en tant que président de la Society for the Study of Social Problems, la Société pour l'étude des problèmes sociaux, et intitulée « Whose side are we on ?» De quel côté sommes-nous ? Howard Baker, le sociologue états-unien, posait très précisément cette question, s'interrogeant « avoir des valeurs ou ne pas en avoir ?» Selon lui, pour les uns, chercheuses et chercheurs doivent être libres de jugement, de valeurs, et on peut penser notamment à Max Weber, tandis que pour les autres, ils doivent avoir un attachement à des valeurs, ce qu'affirme par exemple Charles Wright Mills. Les sociologues qui travaillent sur des déviances, telles que la consommation de drogue, comme le fait Howard Baker lui-même, s'entendent souvent reprocher de montrer de la sympathie à l'égard des femmes et des hommes auprès desquels ils conduisent leurs enquêtes, au risque d'introduire des biais dans leurs analyses et de rendre leur lectorat sceptique quant à leurs conclusions. Leur approche tendrait notamment à éluder les pratiques moins honorables des personnes déviantes et à disqualifier les attitudes moralisatrices et punitives des personnes respectables. Plus généralement, ajoute le sociologue, le problème se pose quand on s'intéresse à des institutions caractérisées par une forte relation de subordination, comme une école, une prison, un hôpital ou un commissariat.
Dans ces situations, il est généralement considéré normal que celles et ceux qui occupent les positions supérieures définissent l'état des choses. Dès lors, du fait de cette hiérarchie des crédibilités, important, admise par la majorité, quand les sociologues examinent le point de vue des étudiants, des détenus, des patients ou des délinquants présumés, on les critique pour leur parti pris, alors qu'on trouve légitime de les voir rendre compte du point de vue des professeurs, des surveillants, des médecins ou des policiers. Pour le dire autrement, tout se passe, nous dit Howard Baker, comme si l'autorité impliquait la crédibilité et comme si celle ou celui qui détenait cette autorité disait nécessairement le vrai alors que celle ou celui qui n'en est pas doté ne méritait pas d'être cru. On pourrait donc arguer qu'en rendant compte de la façon de voir et de penser des subordonnés, son expression, ce qui est loin d'être toujours le cas, les ethnographes ne font que corriger quelque peu cette hiérarchie en apportant à ces derniers leur propre crédibilité. C'est pour cela qu'on les critique, allant jusqu'à affirmer, comme l'ont fait en France deux premiers ministres à quelques années d'intervalle, qu'expliquer s'était déjà excusé, ce à quoi Bernard Lahire a répondu avec une pédagogie qui n'excluait pas la vigueur. Au bout du compte, explique Howard Baker, dans ces situations où existent des rapports de pouvoir, on est obligé de choisir son camp, et ce, de deux façons, au sens méthodologique de qui on étudie et à qui on donne la parole, et au sens moral et politique, du côté vers lequel penche sa sensibilité personnelle. Mais est-on vraiment condamné à devoir choisir son camp ? Ce n'est pas ce que pense la criminologue britannique Alison Liebling. Si elle convient que la neutralité n'est pas atteignable, elle considère qu'il est néanmoins possible de ne pas choisir son camp, et puisqu'elle travaille sur le monde carcéral, non seulement d'essayer de comprendre, mais également de ressentir de la sympathie à l'égard des détenus aussi bien que des surveillants. Et d'en donner pour exemple une étude qu'elle a réalisée sur les relations entre ces deux groupes qui a ensuite été discutée par chacun d'eux, les uns et les autres ayant dit s'y reconnaître. Pour avoir moi-même réalisé une enquête similaire, ce dispositif me semble possible et même fécond, y compris dans les échanges que j'ai pu ensuite avoir avec les prisonniers et les personnels que j'ai pu rencontrer autour des résultats de la recherche. Cependant, la prison est un univers singulier, en raison des longues périodes de vie commune que détenus et surveillants sont forcés de partager et des contraintes en partie semblables qui pèsent sur eux. Il n'est donc pas certain qu'on puisse en généraliser l'exemple. Dans une autre recherche précédente que j'avais menée sur la police, j'avais au contraire eu la conscience aiguë qu'il était non seulement difficile mais également dangereux de vouloir passer sur le même terrain de l'autre côté, en l'occurrence celui de jeunes de quartiers populaires, au risque de me trouver violemment pris à partie par eux. Il faut donc des conditions particulières pour ne pas avoir à choisir son camp, tant méthodologiquement que moralement et politiquement. Cette distinction entre dimension méthodologique et dimension morale et politique est utile, mais de fait plus complexe qu'il n'y paraît. Si j'en reviens à mon enquête dans les Alpes, je ne peux cacher que ma sympathie allait aux exilés et à celles et ceux qui les aidaient, plus qu'à celles et ceux qui les interceptaient dans la montagne et les renvoyaient de l'autre côté de la frontière, parfois de manière brutale et humiliante. Pour autant, il me semblait nécessaire de comprendre, de ce point de vue moral et politique, comment les uns et les autres justifiaient leurs actions et aussi comment ils les menaient. Car aussi bien l'accueil des exilés que leur refoulement peuvent donner lieu à des attitudes, des pratiques et des raisonnements très différents. Pour y parvenir, il fallait donc méthodologiquement cette fois ne pas choisir son camp, ou au moins s'intéresser aux différents camps autant que les conditions concrètes le permettaient. Les entretiens ont ainsi pu être conduits avec des exilés, avec des représentants des pouvoirs publics, de la mairie à la préfecture, du commissariat au tribunal, et avec des acteurs de la solidarité ayant eux-mêmes des formes d'engagement très différentes, de la défense des droits aux gestes humanitaires, les deux pouvant se mêler. Lors de ces échanges, nous ne dissimulions pas, en tant que chercheurs, à chacun de nos interlocuteurs que nous en rencontrions d'autres dont ils se pensaient des adversaires. Moins uniforme était en revanche le travail d'observation, comme je l'ai dit, puisque si les acteurs de la solidarité acceptaient volontiers que nous participions à toutes leurs activités et soyons présents à toutes leurs réunions, les forces de l'ordre étaient, elles, fermées au regard extérieur. Paradoxalement, cependant, c'est le fait d'être d'un côté de la relation tendue entre forces de l'ordre et organisations non gouvernementales
qui m'a finalement permis d'accéder, ne serait-ce que de manière limitée, à l'autre côté. Prenant part aux maraudes, j'ai en effet pu, sans le vouloir et non sans désagrément, pénétrer l'univers policier grâce aux interactions rugueuses au poste frontière, à l'audition bienveillante par l'officier de police judiciaire, à l'infliction de contraventions pour des délits imaginaires et à de nombreux contrôles d'identité. En somme, la question ne s'est pas posée, comme le laissent entendre Howard Baker et Alison Liebling, sous la forme « choisir son camp ou ne pas le choisir ». Même en m'efforçant de rencontrer tous les protagonistes, il a fallu tenir compte des conditions concrètes de réalisation des enquêtes en fonction des techniques, des autorisations et des opportunités. L'exigence de reconnaissance de différentes perspectives comme méthode permettant de produire une certaine connaissance, comme je l'ai fait à travers ces 3 versions, procède, si l'on peut dire, de ce que Nietzsche, dans la section 12 du 3e essai de la généalogie de la morale, appelle de ses voeux. Il faut se garder, dit-il, de l'illusion, je le cite, d'un sujet de connaissance pure, sans volonté, sans douleur, sans inscription dans le temps, fin de la citation, car chacun voit les choses selon une perspective qui lui est propre. En cela, il s'oppose à toute une tradition philosophique remontant à Platon, selon laquelle il est possible d'aller au-delà des apparences pour connaître la réalité et atteindre la vérité, qu'il s'agisse de faits ou d'idées. Or, pour Nietzsche, tout est interprétation et chacun voit le monde à sa façon, y compris les philosophes. Et il en est bien sûr de même pour les non-philosophes. Au poste frontière, l'exilé, le policier, le maraudeur n'ont pas la même vision de la scène dont ils sont les protagonistes. Ils ne l'interprètent pas de la même manière en fonction de leur histoire et de leur position dans l'espace social. L'exilé voit le col comme un nouvel obstacle dans le long périple qui doit le conduire dans le pays qui acceptera de lui offrir sa protection. Le policier voit le col comme une frontière à défendre contre l'arrivée importune d'étrangers en situation irrégulière. Le maraudeur voit le col comme un lieu de mise en danger de personnes et de violation des droits humains. Et encore, chacune de ces catégories ne peut-elle être réduite à une perspective unique. Et pour n'en citer qu'un exemple, à côté des policiers et des gendarmes qui tentent d'intercepter les exilés, les membres des 2 unités de secours des forces de l'ordre, que sont la compagnie républicaine de sécurité de haute montagne, la CRS de haute montagne, et le peloton de gendarmerie de haute montagne, savent que le col et ses alentours sont des espaces à risque dans lesquels ils sont amenés à faire des sorties parfois périlleuses en hélicoptère pour porter assistance à des touristes, des randonneurs ou des alpinistes blessés, et parfois aussi à des exilés en danger. Il revient donc aux chercheuses et aux chercheurs de prendre en compte ces différentes perspectives pour appréhender dans sa complexité la scène qui se joue dans ce modeste espace alpin. Car plus nous avons Dieu différent, écrit encore Nietzsche, pour observer une chose, et plus complète sera notre conception de cette chose, notre objectivité. Une fréquente lecture de ce qu'on a appelé son perspectivisme le réduit à l'affirmation relativiste selon laquelle on ne peut pas connaître la réalité ou atteindre la vérité, car il y a autant de réalité et de vérité que de perspectives, c'est-à-dire de personnes, ou au mieux de groupes de personnes, ce qui est vrai. On peut toutefois lire ce passage que je viens de vous transmettre d'une autre manière, puisque Nietzsche dépasse son relativisme initial en proclamant donc que l'addition des perspectives permet d'approcher une certaine objectivité. En suivant son raisonnement, on voit donc que prendre en compte ensemble les perspectives de l'exilé, du policier et du maraudeur, plutôt que de s'en tenir à une seule d'entre elles, qui est le plus souvent de fait celle des acteurs de la solidarité, et donc accorder autant d'intérêt au point de vue de chacun, c'est tendre vers une meilleure compréhension des épreuves de la frontière. Mais Nietzsche va plus loin. Car l'objectivité dont il parle, continue-t-il, je le cite encore, c'est la capacité à rendre la différence entre les perspectives utile à la connaissance. Il est donc, selon lui, possible de s'approcher de l'objectivité, d'une part en examinant autant de perspectives que possible, et d'autre part en analysant les différences entre elles.
Il ne suffit pas de comprendre que l'exilé, le policier, le maraudeur voient les choses distinctement, il faut encore comprendre ce que signifient ces écarts. Remarquable assertion selon laquelle l'objectivité résulte non seulement de la sommation des subjectivités, mais aussi de la sommation de leurs différences. Par simplification, je me suis limité ici à 3 individus ou 3 petits groupes d'individus, ce qui permet de saisir plus finement les points de vue de chacun, mais une analyse perspectiviste se devrait d'être plus riche et plus complexe. D'ailleurs, même au niveau individuel, on a vu les variations parmi les policiers aux postes frontières, entre les gardiens de la paix agressifs et l'officier de police judiciaire prévenant. Mais les attitudes et les comportements ne peuvent pas être appréhendés au seul niveau individuel. Afin de les comprendre, il faut les inscrire dans leur contexte socio-historique. Pour l'exilé, la géopolitique du Moyen-Orient, avec les interventions militaires occidentales dans la région, l'inexorable progression militaire des talibans en Afghanistan et le durcissement de la législation de l'Union européenne en matière d'immigration sous la pression de gouvernements nationalistes de plus en plus ouvertement hostiles aux exilés. Pour le policier, la centralité croissante des logiques sécuritaires dans la politique intérieure de la France et l'expansion du dispositif militaro-policier à la frontière dans les Alpes. Pour le maraudeur, la dynamique des mobilisations associatives contre la xénophobie dans le pays et l'histoire des déplacements de population dans le Briançonnais. Mais plus largement, il faut aussi prendre en considération la perspective de l'État par rapport à celle des associations, les perspectives différentes au sein de l'État, entre les policiers chargés d'intercepter les exilés et ceux chargés de leur porter secours, et entre les États, entre l'État français, qui fait preuve d'une fermeté et même d'une rudesse particulière à l'encontre des étrangers, et l'État fédéral allemand, qui témoigne à leur égard de plus de sollicitude et de respect de leurs droits, de même qu'entre les associations, entre celles qui militent pour une ouverture des frontières et celles qui se focalisent sur une hospitalité inconditionnelle. À chaque fois, ce sont des questions morales et des enjeux politiques particuliers qu'il faut décrypter, tant dans les discours que dans les pratiques. Question morale. Cette expression, que j'ai citée de nombreuses reprises, et qui est inscrite dans l'intitulé de ma chaire, appelle 2 observations liminaires importantes. Première observation. Il me faut apporter une précision importante concernant l'adjectif moral. On tend généralement, dans une tradition aussi bien philosophique que religieuse, qui s'étend au sens commun, à l'associer au bien. Ce qui est moral est bon, juste, ce qui est mauvais ou injuste n'est pas moral. Le qualificatif moral a donc une valence positive. Il y a, me semble-t-il, 2 grandes critiques philosophiques qui ont été faites à cet usage de l'adjectif moral. Je me proposerai d'en adjoindre une 3e, distincte, anthropologique, celle-là. La première critique est celle que formule Elizabeth Anscombe, la philosophe britannique, dans un article très influent publié sous le titre « Modern Moral Philosophy », philosophie morale moderne. Elle s'en prend aux 2 théories morales dominantes au milieu du XXe siècle, le kantisme, ou éthique déontologique, selon laquelle un acte est jugé moral s'il se conforme à des principes déterminés par un impératif catégorique, et l'utilitarisme, dans la version de l'éthique conséquentialiste, selon laquelle un acte est jugé moral s'il bénéficie aux personnes concernées et plus largement s'il améliore l'état du monde. Dans le premier cas, ce qui est moral est défini par l'obligation, par exemple, il ne faut en aucun cas mentir. Dans le second, par les conséquences. Dans le même exemple, il faut mentir si c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Mais dans les 2 est imposé ce qu'on doit faire, ought to en anglais, qu'il s'agisse d'obéir à des principes supérieurs ou de produire des effets positifs. Ainsi défini, le bien est pour Elizabeth Anscombe à la fois trop vague et trop contraint. Contre ces approches, elle défend une éthique de la vertu héritée d'Aristote. Il ne faut pas se demander si un acte est moral ou plus largement ce qu'est le bien, mais être plus précis, en examinant s'il est juste ou injuste, courageux ou lâche, honnête ou malhonnête. Ainsi caractérisée, l'éthique de la vertu permet d'orienter concrètement le jugement. Cette première critique est donc que l'adjectif moral est trop général et donc peu opérationnel.
La deuxième critique est celle de Nietzsche, encore lui, dans l'avant-propos de la généalogie de la morale. Bien plus radicale, elle interroge sur l'origine des idées du bien et du mal. D'où vient que certaines choses sont dites bonnes et d'autres mauvaises, se demande-t-il, récusant donc l'évidence sur laquelle ces distinctions sont supposées être établies. Mais au-delà de la genèse de ces idées et de ces jugements, Nietzsche pose deux questions plus fondamentales encore. D'abord, quelle valeur ont ces catégories du bien et du mal? Et ensuite, quel bénéfice l'humanité en a-t-elle tiré? Scepticisme profond donc, doute extrême. Il s'en prend en particulier à ce qui lui semble le fléau résultant de cette croyance dans les idées de bien et de mal et des jugements correspondants, à savoir l'altruisme, qui devient, selon lui, dans sa forme extrême, une morale de la pitié dans laquelle il voit la perte de l'humanité. Cette deuxième critique est donc, comme il le dit, une critique de la valeur des valeurs. Ce n'est cependant pas dans le registre philosophique que je voudrais situer ma réflexion sur la qualification de ce qui est moral, mais dans le registre anthropologique. Il ne s'agit pas pour moi de mettre en question l'imprécision des catégories, comme Elisabeth Anscombe, ou leur valeur même, comme Nietzsche, mais en quelque sorte de démoraliser cette qualification. Pour moi, est moral ce qui met en œuvre des valeurs auxquelles s'attachent généralement des affects, et ce, indépendamment du fait qu'on les juge bonnes ou mauvaises. La compassion, aussi bien que le ressentiment, l'admiration, tout comme le mépris, la bienveillance, de la même manière que la cruauté, la sympathie, autant que l'hostilité, relèvent du registre moral. C'est ainsi que Jean-Pierre Olivier de Sardan, anthropologue français, a pu écrire un important article sur l'économie morale de la corruption en Afrique subsaharienne, dans laquelle il donne à comprendre les justifications morales de la corruption dans les sociétés africaines. La démoralisation que je propose est donc analytique. Il me semble nécessaire de disposer d'un instrument permettant de décrire et d'interpréter sans émettre de jugement. Non pas par relativisme moral, qui consisterait à dire qu'il n'est pas possible de juger, mais par rigueur méthodologique, afin de ne pas décréter qu'un acte est moral parce qu'il est bon ou qu'il est immoral parce qu'il est mauvais, mais de considérer qu'il a une signification morale dès lors qu'il engage des valeurs et des affects, qu'on les juge positifs ou négatifs, ou même mal définis. D'ailleurs, même lorsqu'on juge un acte immoral, il arrive souvent que les personnes concernées les jugent par des arguments moraux. Comme je l'ai montré dans mon étude des forces de l'ordre, les violences commises par les policiers sont considérées par eux comme une forme de justice immanente, car d'une part, leurs victimes sont, selon eux, des délinquants ignorés, et d'autre part, ils sont convaincus que les juges sont laxistes. Il s'agit donc de savoir quelles valeurs et quels affects sont mobilisés par les agents. L'idée que l'on puisse s'intéresser à des faits moraux, comme dirait Durkheim, sans leur attribuer, ainsi qu'il le fait, lui, une valence positive, c'est-à-dire ce qui est bien, ne va certainement pas de soi. Lorsqu'il y a quelques années, j'ai ouvert le chantier que j'ai volontairement appelé une anthropologie morale, volontairement car je savais les réactions que j'aurais et j'avais essayé de les anticiper dans l'introduction du livre portant ce titre, en clarifiant le sens donné à cette expression. Mon intention n'était évidemment pas de développer une anthropologie au service du bien, ce que certains de mes collègues aux États-Unis pensent être la vocation de cette discipline. How to make the world a better place est un lieu commun, comment faire du monde un endroit meilleur, mais de proposer une anthropologie qui s'intéresse aux valeurs et aux affects. Pas plus que l'anthropologie religieuse ne se fait prosélyte d'un culte, l'anthropologie politique d'une idéologie ou l'anthropologie médicale d'une thérapie. L'anthropologie morale ne promeut pas des valeurs ou des affects, elle les étudie. Du moins, c'est ainsi que je l'entends, et c'est pour essayer de clarifier ce point que j'ai parlé d'anthropologie morale critique. Mais je conçois que la double dimension du mot moral, qui est à la fois normative et analytique, puisse prêter à confusion. Deuxième observation sur les questions morales, j'ai en effet utilisé le mot moral comme un qualificatif et non comme un substantif. Et je parle ici de questions morales et non de morale. L'anthropologie morale, critique ou non, n'est pas une anthropologie de la morale, c'est là un point crucial. Contrairement à la religion et à la philosophie qui peuvent, à la manière par exemple de Saint Augustin et de Bergson respectivement,
Définir une doctrine ou un corpus qui est appelé la morale, je crois que les sciences sociales ne le peuvent pas pour des raisons épistémologiques. Une société ne se présente pas avec une morale, et les premiers anthropologues qui, dans les années 1950, ont travaillé sur ce qu'ils désignaient ainsi, tel le philosophe John Ladd chez les Indiens Navajos dans le sud des États-Unis, ou l'anthropologue australien Kenneth Reed chez les Gaukugama de Papouasie-Nouvelle-Guinée, s'intéressaient en réalité à des énoncés livrés par des membres de ces groupes disant ce qu'on doit faire et ne pas faire. Autrement dit, formulant un code moral, mais ne décrivant pas ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne faisaient pas, réellement, de la même manière que le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale prescrit comment doivent agir les forces de l'ordre, ce qui peut être assez éloigné de la façon dont elles agissent sur le terrain. Sauf dans des catéchismes ou des traités, la morale n'est pas déjà là. Ce que les sciences sociales peuvent étudier, ce sont des pratiques et des discours qui se présentent comme moraux. Ce sont des questions morales qui émergent dans l'espace social. Les grands sujets de société, comme le voile musulman, le mariage homosexuel, l'interruption de grossesse, la sanction des délits, l'accompagnement de la fin de vie et bien sûr le traitement des exilés, sont ainsi des questions morales qui apparaissent sous l'impulsion d'agents sociaux à un moment donné, dans un contexte particulier, avec souvent une dimension politique. Parler de questions morales, c'est donc refuser l'idée d'une morale que les anthropologues ou du reste les sociologues ou les politistes pourraient extraire de l'épaisseur du social. Il n'y a pas dans les sociétés contemporaines de morale pure ailleurs que dans les doctrines. Les questions morales sont toujours impures et elles sont notamment, mais pas exclusivement, liées à des enjeux politiques. Pour reprendre quelques-uns des exemples que je viens d'évoquer, dans le cas du voile, laïcité versus liberté, dans le cas du mariage homosexuel, égalité versus tradition, dans le cas de l'interruption de grossesse, droit des femmes versus sacralité de la vie, dans le cas de la sanction des délits, impératif catégorique versus conséquences bénéfiques, dans le cas de l'accompagnement de fin de vie, autonomie des sujets versus interdiction de donner la mort, pour ce qui est du traitement des exilés, protection des êtres humains versus souveraineté des États. Encore ces alternatives et ces binômes que je viens de donner sont-ils des simplifications ? Car les enjeux sont toujours plus complexes et les positions des uns et des autres plus divisées. S'agissant des exilés aux frontières, la protection des êtres humains peut devenir plus spécifiquement un droit à la vie quand la traversée d'une montagne ou d'une mer est rendue dangereuse par la présence policière, tandis que la souveraineté des États peut se transformer en une promesse de sécurité pour la nation lorsque l'argument du terrorisme est invoqué pour justifier l'augmentation des effectifs militaires. Ainsi, la scène qui se joue chaque jour, chaque nuit, au col de Montgenèvre, éclaire-t-elle des questions morales et des enjeux politiques bien plus vastes que les interactions plus ou moins tendues entre deux familles d'exilés, 3 policiers et 8 maraudeurs. Pour des raisons d'unité de temps, j'ai, dans la première séance, interrompu mon récit à 3 heures du matin, lorsque la famille libérée est arrivée au refuge, aux grandes dames des policiers et à la satisfaction des maraudeurs. Mais que s'est-il passé ensuite ? Dans la matinée, les fillettes se sont réveillées et ont découvert soulagés leurs parents, leurs sœurs et leur oncle à leur côté. Les 2 pères ont ensuite enregistré leur famille auprès de l'équipe d'accueil du refuge et répondu à quelques questions sur leurs projets. Afin d'éviter à ces familles avec de jeunes enfants de séjourner dans un lieu doté d'une 20aine de places, mais occupé par une centaine d'exilés, presque exclusivement de sexe masculin, l'appartement d'une Briançonnaise a été mis à leur disposition généreusement. À plusieurs reprises, j'ai rencontré le père des fillettes et j'ai eu avec lui de longs entretiens. Au bout de 3 jours, les 2 familles ont quitté la ville, celle avec le nouveau-né continuant vers le nord, avec l'espoir de peut-être rejoindre l'Angleterre, où elle ne semblait cependant n'avoir aucune relation. Celle avec les fillettes, partant vers la Suisse, où les parents disaient avoir des connaissances. Après plusieurs semaines de tribulation ensemble, leur chemin se séparait. Dans la soirée qui a suivi l'audition, des maraudeurs sont montés à Montgenèvre, munis des autorisations de sortie nécessaires pendant le couvre-feu. Ils ont expliqué le lendemain
comment les gendarmes et les policiers les ont harcelés, les arrêtant à de multiples reprises pour des vérifications de leurs documents, accompagnés de commentaires désobligeants, parfois d'insultes. 16 contraventions ont été infligées. L'un des volontaires, un étudiant, a été contrôlé 6 fois en quelques heures et a reçu 3 contraventions, dont une pour avoir continué à circuler malgré la première amende. La seule maraudeuse du groupe a été amenée au poste frontière, subissant pendant le trajet des remarques sexistes. Près de la frontière, une importante présence de forces de l'ordre a été constatée autour de l'endroit où les 2 familles avaient été récupérées la veille. Au moins une quinzaine d'exilés, dont 7 enfants, a été refoulée. Pendant plusieurs jours, le renforcement de la présence militaire à la frontière a rendu le passage des exilés plus difficile et par conséquent plus dangereux. À l'évidence, cette répression était la réponse à la frustration d'avoir dû, la veille, libérer des exilés. Quant à l'audition libre à laquelle j'avais été soumis, elle n'a pas eu de suite, comme l'officier de police judiciaire l'avait prédit et comme je l'espérais. Je vous remercie.